Les Romains étaient les maîtres de la Méditerranée. Cela est connu, mais c'est moins connu, mais ils étaient également présents sur d'autres mers et océans. Sur la mer Rouge, la mer Noire, l'océan Atlantique, mais également, et c'est encore plus surprenant, sur l'océan Indien. Et c'est donc de cette présence romaine sur l'océan Indien notamment du commerce qui se faisait par ce biais-là, notamment avec la péninsule indienne, dont nous allons parler dans cette vidéo. La présence romaine du coup sur l'océan Indien a commencé suite à la conquête de l'Égypte par les Romains, du coup par Auguste, ce qui a permis aux Romains d'être en contact avec la mer Rouge et via du coup cette mer Rouge avec l'océan Indien. Il faut savoir qu'il existait déjà un commerce qui se faisait par les Égyptiens notamment, mais également par d'autres peuples, soit de la péninsule arabique et plus au sud aussi en Afrique, via l'océan Indien. Et c'est ces premiers commerçants qui vont apprendre aux Romains à utiliser les vents de l'océan Indien pour naviguer sur celui-ci, leur permettant ainsi de se déplacer sur ces eaux encore méconnues et de développer un commerce bien plus important que ce qui existait avant. Mais avant de parler de la présence romaine du coup sur l'océan Indien, il nous faut remonter aux origines du commerce de l'Égypte avec l'Inde via du coup cette mer. La première traversée connue partant de l'Égypte vers l'Inde, par la mer, remonte à entre moins 118 et moins 115. Il faut savoir du coup qu'en moins 118, un marin indien s'échoue sur les côtes égyptiennes, il est alors secouru et ramené à la cour de Ptolémée VIII, qui est donc à l'époque le pharaon de l'Égypte, et c'est celui-ci qui va apprendre aux marchands et aux navigateurs égyptiens à naviguer sur l'océan Indien vers l'Inde. Il faut savoir que l'Égypte avait déjà commercé avec l'Inde, avait déjà été en contact avec celle-ci, mais par voie terrestre. L'empire d'Alexandre le Grand allait jusqu'à la frontière indienne. C'était donc un espace qui était connu, même si l'Inde elle-même l'était assez peu, et des échanges existaient. Cependant, ce contact par voie terrestre était déjà long et difficile, et la situation était devenue encore plus difficile pour deux raisons principales. Déjà, il y avait une guerre avec les Séleucides, qui était un des royaumes qui avait été issu de l'éclatement de l'empire d'Alexandre le Grand, et il fallait passer par le royaume séleucide pour atteindre l'Inde, donc c'était compliqué. Et puis, globalement, avec l'éclatement de l'empire d'Alexandre le Grand, c'était un peu le bordel dans la région. Il y avait plusieurs royaumes à traverser, des taxes à payer, des conflits réguliers, ce qui ne facilitait pas le passage. Donc ça avait coupé les relations commerciales. Ainsi, la proposition de ce marin indien permettait aux Lagides de rétablir cette connexion. Le commerce va ainsi se développer, notamment un commerce d'ivoire et d'éléphants, qui était transporté par bateau, les éléphantégoïs. D'abord, ces différents navires qui traversaient le faisaient par cabotage. Ils longeaient la côte du coup de la péninsule arabique, puis les côtes asiatiques jusqu'à l'Inde. Mais progressivement, les navigations en pleine mer vont se développer au fur et à mesure qu'on prend connaissance du fonctionnement de l'océan, des vents, des côtes, des chemins que l'on peut prendre sans risque. Cependant, ce commerce reste assez réduit et souvent il passe plutôt par intermédiaires. C'est rarement des traversées complètes. Souvent, on va en péninsule arabique où des commerçants du coup présents sur place, eux, vont en Inde. Et donc, ça sert d'intermédiaire. Même s'il s'accentue durant les dernières décennies de l'époque lagide, avec également des ambitions diplomatiques. On a des échanges d'ambassades entre les Lagides en Égypte et les royaumes présents en Inde. Mais c'est après la conquête romaine, du coup, vers moins 30 par Auguste, enfin, à l'époque pas encore l'empereur Auguste, par Octave à l'époque, que le commerce va vraiment prendre son essor. C'est les Romains qui vont le développer. Déjà, globalement, on est une période à ce moment-là où le commerce se prend son essor. On a une diminution des taxes, même si les taxes restent quand même assez élevées, avec souvent 25% de taxes sur ce commerce-là. Mais c'est une diminution par rapport à ce qui existait avant. Et on a du coup le commerce inter-empire romain et à son apogée. On est une période où globalement le trafic commercial en Méditerranée sera le plus élevé jusqu'à la révolution industrielle. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'était important. Donc le commerce via l'océan Indien profite de ce contexte favorable. Donc les Romains, comme les Lagides, connaissaient l'existence de l'Inde, avec quelques relations commerciales par voie terrestre, mais eux aussi rencontraient des difficultés face un peu au bazar qu'il y avait dans la région, les taxes à payer au royaume, les guerres civiles, et eux étaient en conflit avec les Parthes, qui étaient aussi un intermédiaire par la voie terrestre entre l'Inde et l'Empire romain. Donc là aussi, comme pour les Lagides, la voie maritime va apparaître comme l'alternative idéale. Ils vont ainsi envoyer plusieurs expéditions de reconnaissance au-delà de la mer Rouge, et vont réaménager les routes caravanières également en Égypte pour permettre d'aller du coup globalement d'Alexandrie jusqu'à la côte de la mer Rouge. La première expédition organisée par les Romains eut lieu vers moins 26, moins 25. Alors elle sera un échec, mais plusieurs autres vont suivre. Elle ouvre la voie et elles vont connaître plus le succès, permettant de développer la relation commerciale par voie maritime. Ces relations commerciales romano-indiennes sont connues via plusieurs sources.
Déjà, on a plusieurs auteurs romains qui en parlent. Par exemple, Strabon, qui évoque les échanges commerciaux et l'envoi de flottes vers l'Inde, indiquant ainsi que 120 navires partaient chaque année du port de Myos-Hormos, qui était ainsi un des principaux ports en Égypte servant à ce commerce-là, et se félicite des connaissances que les Romains ont acquis de ces contrées. Désormais, elles connaissent, on est mieux les côtes indiennes, les côtes également, enfin globalement l'océan Indien, on connaît mieux, même si on connaît peu son contour. On pense souvent même à l'époque que c'était un océan fermé. On peut également citer l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui évoque ce commerce-là. On a également des descriptions de l'Inde par des commerçants romains, ce qui montre aussi qu'ils semblent avoir eu des informations au sujet, qui probablement qu'ils y sont rendus. On a des périples aussi qui décrivent ces trajets via l'océan Indien et le commerce se faisant en Asie. Autre source de cette présence romaine, c'est les pièces romaines qui se retrouvent du coup en Inde. On a 6000 deniers romains qui ont été retrouvés dans la région. Là, vous avez une carte qui montre un peu là où on a trouvé des pièces romaines sur Terre. Donc évidemment, on retrouve l'Empire romain où elles sont très nombreuses, mais on voit une forte présence aussi en Inde et à d'autres zones aussi où il y a eu des échanges commerciaux. On voit que l'Empire romain commerçait avec ses périphéries. On y trouve également des amphores romaines, des papyrus, notamment des papyrus, que ce soit en Inde ou à Rome, qui évoquent les ressources qui passent, notamment tout ce qui est texte relatif aux douanes et aux taxes dont je vous ai parlé. Autre élément aussi qui montre ce commerce-là, c'est qu'en 408, Alaric reçoit une rançon de Rome, dont une partie importante a été payée en poivre, avec 3000 livres de poivre, à peu près une tonne, et ce poivre, il venait d'Inde. Il va également recevoir de la soie venant de Chine. Pour ce qui est des grains de poivre, on en trouve également dans les ports, notamment à Bérénice, qui atteste du coup de ce passage. On a également des recettes utilisant le poivre. On trouve des poivriers en Gaule, en Germanie ainsi qu'en Angleterre. Il semble être présent notamment là où il y avait des troupes romaines. Donc le poivre était clairement quelque chose d'utilisé dans l'Empire romain durant cette période. On retrouve également des sources littéraires indiennes qui évoquent l'existence des Romains. Eux, ils les nomment les Yavanas. Donc, il est clair que ce commerce existait. Par quelle route passait-il? Alors, on le connaît notamment grâce aux descriptions des périples et grâce à l'archéologie qui permet de vous repérer par où passaient les ressources. Il partait, donc c'était le port de Bérénice qui était le port le plus méridional de l'Empire qui servait essentiellement pour ces échanges avec l'Inde et notamment aussi l'Afrique orientale, en faisant un centre de commerce très important. Alexandrie, de l'autre côté, était également important puisque c'est par là que les ressources qui venaient de Bérénice, du coup, arrivaient sur la Méditerranée. Et entre les deux, pour les relier, on avait plusieurs options. On avait déjà les caravanes qui passaient à travers le désert, soit en allant jusqu'au Nil ou jusqu'au canal des Pharaons, qui était un canal qui reliait de manière intermittente le Nil à la mer Rouge, permettant ainsi indirectement, via le Nil, de relier la Méditerranée à la mer Rouge, un peu comme le canal de Suez aujourd'hui. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller le regarder pour en savoir plus. On avait donc ces deux voies de transport en sein de l'Égypte pour arriver à Alexandrie, d'où là, on avait toutes les connexions commerciales pour aller partout dans la Méditerranée et partout dans l'Empire romain. On avait du coup sur notamment pour la voie terrestre, plusieurs lieux de halte où on retrouve des inscriptions. On avait notamment également donc, des forts qui servaient à surveiller cette voie-là et qui servaient de point de repère, puisque ces caravanes se déplaçaient la nuit où il faisait plus frais. Et les tours des forts éclairés permettaient d'avoir des points de repère, ça plus du coup les étoiles. Et ces forts, alors certains étaient anciens, mais de nombreux ont été construits par les Romains afin de faciliter le coup ce commerce. Pour ce qui est des ports, Bérénice était très utilisé, mais surtout pour le retour des Indes. En effet, les vents, notamment les vents de mousson qui soufflaient au moment du retour, remontaient jusqu'à Bérénice. Par contre, dans la mer Rouge elle-même, le vent allait dans l'autre sens. Donc c'était difficile de le remonter, donc souvent on s'arrêtait à Bérénice. Alors qu'à l'aller, on prenait plutôt Myos-Hormos, qui était plus haut, et là, les vents poussaient pour descendre. Et c'était plus rapide par voie terrestre d'atteindre Myos-Hormos que Bérénice, à peu près 6 jours contre 12 jours. Donc à l'aller, on partait plutôt de Myos-Hormos, au retour, on arrivait à Bérénice. Et ces deux ports continueront de servir pour le transport vers la péninsule arabique ou vers l'Inde, soit pour le commerce, mais également pour les pèlerinages vers la Mecque. On avait donc ces deux voies de transport en sein de l'Égypte pour arriver à Alexandrie, d'où là, on avait toutes les connexions commerciales pour aller partout dans la Méditerranée et partout dans l'Empire romain. On avait du coup notamment pour la voie terrestre, plusieurs lieux de halte où on retrouve des inscriptions. On avait notamment également donc, des forts qui servaient à surveiller cette voie-là et qui servaient de point de repère, puisque ces caravanes se déplaçaient la nuit où il faisait plus frais.
Et les tours des forts éclairés permettaient d'avoir des points de repère, ça plus du coup les étoiles. Et ces forts, alors certains étaient anciens, mais de nombreux ont été construits par les Romains afin de faciliter le coup ce commerce. Pour ce qui est des ports, Bérénice était très utilisé, mais surtout pour le retour des Indes. En effet, les vents, notamment les vents de mousson qui soufflaient au moment du retour, faire remonter jusqu'à Bérénice. Par contre, dans la mer Rouge elle-même, le vent allait dans l'autre sens. Donc c'était difficile de le remonter, donc souvent on s'arrêtait à Bérénice, alors qu'à l'aller, on prenait plutôt Myos-Ormos, qui était plus haut, et là, les vents poussaient pour descendre. Et c'était plus rapide par voie terrestre d'atteindre Myos-Ormos que Bérénice, à peu près 6 jours contre 12 jours. Donc à l'aller, on partait plutôt de Myos-Ormos, au retour, on arrivait à Bérénice. Et ces deux ports continueront de servir pour le transport vers la péninsule arabique ou vers l'Inde, soit pour le commerce, mais également pour les pèlerinages vers la Mecque. Et dans ces deux ports, on trouve également de nombreux monuments religieux, puisque les marins souvent souhaitaient avoir la bénédiction des dieux avant de se lancer dans un périple aussi long et dangereux. C'est également par le périple de la mer Érythrée, qui est donc une source sur le sujet, que le départ d'Égypte se faisait au mois de juillet, avec un voyage par terre qui se faisait début de l'été avant d'atteindre Bérénice, et le retour se faisait plutôt à l'automne, et c'est après à ce moment-là, la traversée de l'autre sens se faisait, et donc on évitait de traverser le désert en plein été lorsqu'il était le plus chaud. Une fois en mer, on a deux solutions, deux options pour le trajet. Le cabotage, qui est plus long, mais en soi plus sûr, puisqu'on est plus proche des côtes. Par contre, plus de risque de piraterie. Ou alors on a le voyage à travers la mer directement, en bénéficiant des vents de mousson, qui permettent de franchir les 1700 km du trajet en une vingtaine de jours seulement. C'est un trajet plus rapide, on a moins de chances de tomber sur des pirates. Par contre, c'est un trajet turbulent et la météo est un danger important à ce moment-là. Une fois arrivé en Inde, il passe de port en port. Il y a plusieurs ports qui sont connus et qui servent à ce commerce-là, du coup, sur la péninsule indienne. On a Barbaricum, c'est le nom romain, qui est situé au nord-ouest de l'Inde. Barigaza, à l'embouchure d'un fleuve qui permettait le contact avec tout le nord de l'Inde via la vallée du Gange. Muziris, Tamoul, l'île de Trapoban, qui est le Sri Lanka actuel, qui est aussi une île importante dans ce commerce. Et ils vont par la suite découvrir le détroit de Trapoban, ce qui leur permet du coup de commercer avec la côte est de l'Inde, à partir de Néron, où on trouve également plusieurs ports, par exemple celui d'Arikemedou, qui est l'actuel Pondichéry. On sait également qu'ils connaissaient des ports plus lointains, et même jusqu'au Vietnam actuel. Donc on voit que ce commerce pouvait aller assez loin. Sur place, il y a différentes démarches pour accéder au commerce. Parfois, il faut faire des offrandes ou payer des taxes aux différents souverains locaux, et le commerce est plus ou moins structuré, organisé, contrôlé sur place en fonction des lieux. Il y a un peu une mosaïque de royaumes et de différences de statuts en fonction des endroits. Et nous savons également que des Romains avaient déployé des flottes militaires en mer Rouge et au début de l'océan Indien afin de lutter contre la piraterie et donc de sécuriser ce commerce. Mais du coup, qu'est-ce que les Romains échangeaient par ce commerce-là? Qu'est-ce qui a été acheté par le... Alors, de nombreuses ressources différentes. De l'encens, du lapis lazuli, du poivre, qui servait en cuisine, mais également en médecine, de l'ivoire, du riz, du citron, des noix de coco, bananes, sucre, coton, etc. On commerce aussi avec l'Afrique orientale, avec la péninsule arabique, où différentes ressources se trouvent. On trouve également de l'ivoire en Afrique. C'était des ressources de luxe dans le monde romain, parce que souvent, ces ressources, on ne pouvait pas les cultiver dans l'Empire romain pour des raisons climatiques, et étaient donc chères. Donc c'était quelque chose qui permettait de faire des profits importants pour les commerçants qui s'y employaient, même si souvent, dans les pays où on les achetait, ces ressources étaient beaucoup plus communes. Ces commerces étaient donc financés par de riches Romains qui finançaient donc le coût important des expéditions et qui font payer comme un fort intérêt aux commerçants puisque c'est un investissement qui reste risqué. C'est long, le trajet prend plusieurs mois et il y a des risques non négligeables d'accidents sur le trajet qui font perdre son investissement aux Romains qui a investi là-dedans, dans cette expédition, entre la météo, les bandits, etc. On sait aussi que des bateaux immenses étaient utilisés, par exemple l'Hermapollon qui pouvait transporter 600 tonnes de marchandises avec une valeur de plus de 4 millions de drachmes, ce qui représente plusieurs milliers de salaires annuels d'un légionnaire. On imagine bien que lorsqu'un tel bateau coulait, la perte était immense. Cependant, grâce au prix de vente de ces ressources, lorsque l'expédition réussissait, c'était très rentable. Et ça attirait donc de nombreux investisseurs, ce qui est d'ailleurs critiqué par certains. Pline l'Ancien, par exemple, déclare « Mais la mer de l'Arabie est encore plus heureuse. C'est elle, en effet, qui fournit les perles. 100 millions de sesterces, au calcul le plus bas, sont annuellement enlevés à notre empire par l'Inde. La Sérique et cette presqu'île arabique. Tant nous coûte cher le luxe et les femmes. » Oui, sexisme aussi, mais bon, Pline l'Ancien n'était pas le plus ouvert là-dessus. Quelle portion, je vous le demande, on revient aux dieux du ciel et de l'enfer.
On a également des papyrus sur lesquels sont inscrits des contrats entre investisseurs et marchands, avec des cargaisons de plus de 7 millions de sesterces régulièrement évoquées, donc ça fait entre 2 et 3 millions de drachmes. Du coup, qui sont ces investisseurs qui ont les moyens de financer de telles expéditions? Alors souvent, du coup, ce sont des sénateurs romains, des chevaliers, donc des personnes très riches, et parfois même la famille impériale elle-même investit dans ce commerce. Donc c'est vraiment l'élite économique de l'Empire qui peut se permettre de participer à ce commerce-là. De leur côté, les Romains ne faisaient pas que d'acheter, ils vendaient également, même si globalement ils achetaient plus que ce qu'ils vendaient. Mais on sait qu'ils vendaient du corail et des amphores, de la vaisselle, des produits manufacturés, des perles en or, du vin, de la verrerie, des métaux. Il y a beaucoup de fer qui était utilisé pour compléter les cargaisons, du textile aussi. Et on a par exemple l'exemple d'une pierre qui venait d'Inde, qui a été taillée à Rome et qui a été revendue en Inde. Donc elle a fait le tour du monde. Enfin non, pas le tour du monde, mais vous voyez, elle a fait quand même beaucoup de trajets. Donc on a déjà certains éléments de la mondialisation. Il y a également des mercenaires romains qui se font embaucher sur place. Parce que souvent, il y a des mercenaires qui sont embauchés pour accompagner le navire, pour le défendre des pirates durant le trajet. Et pendant le temps des échanges sur place, ils servent comme mercenaires en Inde avant de refaire le chemin en retour. Parfois même, ils restent sur place et on a des citoyens romains ou des personnes qui viennent du monde romain qui vivent en Inde de manière plus durable. Et donc ça permet également des échanges culturels, avec notamment le christianisme qui est connu en Inde et qui est en partie diffusé par ces colons qui s'installent dans les comptoirs commerciaux et qui vont parfois y rester du coup après le déclin des voies commerciales, donc leurs descendants se sont mêlés à la population locale. On a également des communautés juives, les dieux romains et grecs arrivent en Inde, on a l'usage de vêtements romains qu'on retrouve dans des tombes indiennes, donc on a des éléments de la mode romaine qui ont pu arriver en Inde. On a également le zéro qui arrive d'Inde en Méditerranée. Et globalement, on a des influences mutuelles en termes d'art. On a des éléments artistiques indiens qui vont influencer les artistes romains, égyptiens, grecs, et réciproquement. On a également donc une connaissance de la géographie de l'Inde qui va se développer, ce qui permet notamment par la connaissance des codes de mieux maîtriser le commerce. C'est ce qui permet de traverser en ligne droite, puisqu'on sait que l'Inde est suffisamment étendue au sud pour arriver dessus et pas risquer de se perdre dans l'étendue de l'océan Indien qui continue après, et que l'on ne connaît absolument pas à l'époque. On a également des échanges diplomatiques. Il y a des ambassades qui sont échangées, donc des ambassadeurs indiens qui arrivent à Rome. On sait vers moins 26, moins 20, on a des ambassadeurs indiens qui arrivent à Rome. Trajan va également en recevoir. On a également Trapoban, donc le Sri Lanka, qui envoie des ambassades. Et de son côté, Rome envoie également des ambassades en Inde ou à Trapoban. Et du coup, ce commerce via l'océan Indien par Rome va se poursuivre durant toute la période de l'Empire romain. Et même après la chute de l'Empire romain d'Occident, les Byzantins, donc l'Empire romain d'Orient, va continuer de commercer avec l'Inde. Globalement jusqu'au 7e siècle, lorsqu'en 610, l'Empire byzantin perd l'Égypte, et qui est ensuite conquis par les Arabes. Et c'est eux, par la suite, qui vont commercer avec l'Inde, et qui vont progressivement, avec leur extension, devenir l'intermédiaire inévitable du commerce avec l'Inde par cette voie-là, ce qui va favoriser la recherche d'autres voies commerciales, notamment via l'Ouest, ce qui va lancer ce qu'on appelle les grandes découvertes. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!